Vous écoutez Arte Radio. Le rap, c'est notre truc, tu vois. Le rap, c'est notre truc. Je suis déjà un mec de banlieue, je suis déjà Renoir par-dessus le marché, tu vois. Donc on se dit, on veut leur montrer qu'on sait faire autre chose. Tu vois, et on veut leur montrer qu'on sait marcher sur leur plate-bande aussi et qu'on sait faire de la musique. Donc c'est vraiment un pied de nez, le projet d'Eddy. Beatmakers. Les producteurs de musique nous racontent, piste par piste, la création d'un banger. Saison 3. Pop et populaire, comment les méthodes du rap et de l'électro ont révolutionné la pop d'aujourd'hui. Un podcast de David Comeyas et Samuel Hirsch. Je m'appelle Q-Steed, je suis producteur et aujourd'hui on va parler du morceau de Eddy de Preto, Fête de trop. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, des fêtes et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Danse. J'ai grandi donc avec ma mère et mon frère. Il y avait de la musique à la maison, mais personne ne fait de la musique. Il y a des influences musicales, je suis du Congo, donc il y a de la musique congolaise qui tourne chez moi, il y a de la rumba bien évidemment, mais à côté de ça, il y a aussi de la musique américaine avec mon grand frère qui lui est de 79, donc je baigne dans le rap US, je baigne dans le rap français énormément. Et du côté de ma mère, on est sur des classiques soul, on est sur des classiques reggae, donc beaucoup de Bob Marley, beaucoup de Michael Jackson, de Whitney Houston, de Boyz II Men, ainsi de suite. Quand je commence la musique par le chant et je me mets pas à la prod tout de suite. J'ai un gars dans mon collège qui s'appelle Dimitri et lui est DJ et se retrouve à me dire j'arrive à faire des prods sur ma PlayStation. Je lui dis qu'est-ce que tu me racontes, tu vois. Et là il m'explique exactement comment il fait, il me fait écouter des trucs et je le crois pas. Je me retrouve un jour chez lui, il me montre et je me dis ah ouais putain, tu vois. Donc mon introduction à la production ça a été le jeu Musique 2000 sur la PlayStation. Et ensuite, j'ai mon cousin, donc lui qui habite dans mon quartier, qui tous les week-ends va chez mon meilleur ami pour enregistrer. Donc chez mon meilleur ami, ça devient un espèce de studio. On met la MPC dans le salon, on tire des câbles jusqu'à la salle de bain, on fait une cabine dans la salle de bain, tu vois. Donc là, je suis introduit aux machines, je suis introduit à la MPC. Je commence à produire pour des mecs de mon quartier, pour des potes autour de moi. C'est ça mon background. Je travaille avec des artistes comme Booba, je travaille avec des artistes comme Dinos, je travaille avec Dossé, Niska, tu vois, j'en oublie. Et ensuite, j'ai habité à l'étranger aussi pas mal, donc j'ai eu des projets comme Kojey Radical en Angleterre, Benji Flow et Amare que je développe depuis 7 ans et demi maintenant, qui est une artiste ghanéenne qui vit aux États-Unis et qui est signée aux États-Unis. L'introduction avec Eddy, elle se passe en 2017. On est en studio à République et c'est un studio qui est dans une rue qui s'appelle La Folie Méricourt. Il y a 5 cabines autour de nous et t'as la première cabine, c'est Étienne de Crécy. La cabine d'à côté, c'est Birdie Nam Nam. La cabine d'à côté, c'est Ed Banger avec Boston Bun et ainsi de suite. Et ensuite, t'as la mienne sur le côté et on a tout un écosystème comme ça de DJ producteurs, tu vois, où on se croise tous, on se connaît tous très bien parce qu'on mixe ensemble et ainsi de suite. Le DA d'Eddy, Alexis Lama, connaît très bien mon associé, Charles Moukouri, qui lui passe un coup de fil et qui lui dit voilà, j'ai ce projet sur les épaules, c'est Eddy de Preto, on a 10 jours pour terminer le EP et on est au studio, on reçoit les maquettes, on écoute les maquettes. Le titre, il nous l'envoie, mais on n'est pas pris encore. Tu vois, on n'est pas pris pour tout le projet. On fait un test sur un premier titre. Et si le premier titre, il passe, c'est cool. Mais eux, à ce moment-là, ils n'ont pas encore défini la couleur du projet. Tu vois, ils nous disent qu'ils ont testé plein de réals à droite, à gauche. Et pour l'instant, ils ne sont pas encore conquis sur la direction du projet. Donc nous, on se dit, écoute, s'ils ont 10 jours pour le faire, on prend le morceau, on le tabasse cette nuit et on leur renvoie demain matin à 7h du matin, juste avant de quitter le studio. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Ce qu'on reçoit au moment où on le reçoit, c'est déjà sombre et chaotique. Le petit est sombre, tu vois, le petit est sombre, c'est le texte qui amène à ce qui se passe derrière. Quand tu fais de la musique, pour moi, une prod, c'est juste là pour pousser le propos. On est au service de la chanson, tu vois. Et là, dans le cas d'Eddy, il y a un texte qui est
quand même assez fort et ça t'aide à aller dans certains endroits. Tu vas pas amener des accords trop joyeux sur un tel morceau, c'est pas possible. Donc le texte nous donne déjà un peu la direction. Tu sais, L'orgue qui commence le morceau, c'est religieux, catholique, très français un petit peu. Tu vois, si tu parles d'orgue, tu sais, bah, c'est l'église. Il faut une espèce d'intro avant d'être introduit au piano qui rentre derrière. Il arrive et ça part, tu vois. Donc il y a quelques secondes tu sais, avant que lui parte, et donc il commence par tu sais. Et donc nous, ce qu'on décide, c'est de prendre le tu sais et de le doubler. Donc ça fait orgue, intro, tu sais, et ensuite tu sais, et là il commence. Et donc ça te permet d'avoir une petite intro avant que le morceau commence. tu sais, ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop. J'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes. J'ai côtoyé de rares nymphes, pris des rails en avance, dans des salles bien trop noires, sans lueur d'élégance. Davantage j'ai serré mes mâchoires lamentables et zélé des amants, des garçons de passage que j'ai tenté d'approcher, mais que ma mascarade a fait fuir lentement par sa froideur maussade. Pour moi, les intros et les débuts de morceaux, c'est hyper important parce que c'est comme si tu regardes le début d'un film et que la première scène est tabasse, tu vas rester concentré jusqu'à la fin. Mais là, c'est exactement pareil. Il faut que ce soit un minimum intéressant, il faut que ça t'attrape pour que tu aies envie de rester jusqu'à la fin du titre. Quand tu fais un track, c'est comme quand tu es DJ et que tu fais un set, c'est comme un film pour moi. Donc tu as une intro, ensuite on te propose le sujet, ça va au peak time et ensuite ça redescend et il y a la conclusion à la fin. Donc le but, c'est d'avoir une narration qui se tient. Et un traitement sur le piano pour éviter que ça sonne trop chanson française, pop française, un peu trop balourd. On est à un moment où le rap, ça prend énormément de place et donc il faut que ce soit un minimum sophistiqué avec les codes actuels. Donc tu vas traiter les éléments comme tu le traiterais dans le peura. Et un reverse sur les accords. Un reverse, c'est quand tu prends un élément et que tu le mets à l'envers. C'est une prod de peura, mais si je dois faire un morceau purement rap, c'est pas une rythmique comme ça que je vais faire. La façon dont la basse elle tape, la façon dont la 808 elle tape, pour moi toute cette prod est vraiment adaptée à cet univers. Tu vois, il faut que ça reste audible pour un public qui n'écoute pas de rap. Si tu dois vraiment arriver avec une prod de 2017, la basse elle est beaucoup plus agressive, le sub beaucoup plus agressif, snare, hat beaucoup plus agressif. Je suis même pas sûr qu'il y ait des hi-hats dans ce morceau. On en a mis sur le deuxième couplet pour donner un peu plus de mouvement. Premier couplet, non. Or qu'en 2017, les hi-hats, t'en mets à toute patate, tu vois, t'en mets dans tous les sens. Je déploie mes ailes comme un char. Tu vas finir sous le carreau. Les charclos sont complètement paro. Et donc le but, c'était que ce soit connoté rap, mais que ce soit pas de la trappe. C'est pas de la trappe. Mon état d'esprit est bloqué. Je ne peux pas baisser mon froc. Je vais faire tomber mon Glock. Je ne peux pas baisser mon froc. Je vais faire tomber mon Glock. Quand le projet d'Eddie il arrive en 2017, c'est la montée de la trappe en France. Le paradoxe, c'est que la pop manquait de respect au rap pendant très longtemps et a évité de nous regarder pendant très longtemps jusqu'à ce que le rap prenne de la place dans les charts et que la pop baisse en termes de chiffres. Là, il s'est passé un truc où les jeunes étaient intéressés par le rap et rien d'autre. Donc quand tu fais de la musique pop, à ce moment-là, bah t'es en galère. Donc c'est là où le croisement se fait, tu vois. C'est clairement pour ça qu'on nous appelle. C'est parce qu'il faut trouver le moyen d'aller ajouter des sonorités dont les jeunes raffolent dans la musique pop. Sinon ça fonctionne pas. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, défaite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Pourquoi avoir choisi que tout s'arrête sur le refrain? C'est pour laisser de la place au propos. À ce moment-là, Eddie, il n'existe pas. Et son profil, il n'existe pas. Mais son profil, il est spécial. Pourquoi faire une structure normale quand tu as un profil d'artiste spécial et que tu peux jouer avec les structures et que tu peux jouer avec les codes? Donc, ce qui est intéressant quand un artiste, il n'existe pas encore, c'est qu'il n'y a pas de règles. Donc quand il n'y a pas de règles, tu fais de la musique un peu plus librement. Tu peux faire un peu ce que tu veux.
T'as pas de limite, t'as que quelques directions qu'on t'impose, mais après les gens ils disent on te fait confiance. Ouais, tu m'étonnes, tu me fais confiance, tu sais pas. Tu vois, t'as pas réussi à avoir le résultat pour l'instant, donc tu peux que me faire confiance en espérant que je te ramène un truc qui va te plaire. Tu vois. Donc le moment où t'es free et que tu mets l'identité musicale d'un artiste en place, c'est le meilleur moment de la musique. L'idée de ce break, la façon dont je le vois en tout cas, et je l'interprète aujourd'hui, déjà c'est une espèce de sonorité d'horloge. C'est une sonorité d'horloge. Donc là, c'est un moment où tu es un peu hors du temps, comme ça. Elle est utilisée comme une hi-hat, tu vois, en vrai. La base de ce morceau, elle joue pas beaucoup de notes parce que le but, c'est... On n'est pas là pour te faire danser. C'est la fête de trop, justement. Donc c'est peut-être le moment où tu dois arrêter de danser, tu vois. Aller en bas comme ça parce que c'est la volonté de rester dans le thème en fait. La musique d'Eddie c'est un peu très grave, tu vois. Le ton il est grave, sa voix elle est grave, l'univers est un peu grave, les sujets qu'il décide d'aborder des fois sont aussi, tu vois, sont aussi graves. Donc on reste dans le thème. C'est pour ça que là-bas c'est grave. T'as pas vraiment de drop au niveau du refrain, mais c'est pas pour ça qu'il doit pas y avoir de climax dans le morceau. Vu que t'es là pour servir le propos, tu dois vraiment écouter ce qu'il dit jusqu'au bout. Et une fois qu'il te dit danse, c'est le moment où tu danses. Donc forcément, tu l'imagines sur scène au moment où il dit danse. Et là, c'est le climax et la foule part avec lui. C'est la fête de trop. Moi, je l'ai faite, des fêtes et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Danse. C'est tous les éléments que tu as un peu entendus tout au long du refrain qui viennent tous ensemble. Donc là, tu as la hâte qui est là, tu as la basse qui est là, tu as la rythmique qui est là, tu as les chœurs qui prennent plus de place, les vocal effects qui prennent plus de place à la fin. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Si tu écoutes le texte, c'est un morceau qui parle de débauche. Complet, tu vois. On parle de cul, on parle de drogue, on parle de coke, tu vois. C'est la fête de trop, genre, il en a abusé, il faut que le mec, il arrête. Donc le morceau, il est chaotique, de base. Tu vois, donc même le drop et même le climax de fin, il est chaotique. C'est le bad trip de la fin d'une soirée. Tu sais, ce soir, j'ai vu tous les joyaux de la pop. J'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes. Il n'y a rien à produire sur la voix d'Eddie, parce que ce qui est intéressant dans son style, c'est justement, tu vois, qu'il est dans la narration comme un chanteur à l'ancienne de variété française. Et à l'ancienne, dans la variété française, t'as pas d'effet sur la voix. C'est très dans ta face comme ça. Ça aurait été un peu ridicule de chercher à traiter sa voix et de l'emmener dans un truc plus 2017. Ce qui crée le décalage, c'est que lui soit dans une interprétation très franco-française, musique française, et que tout ce qui se passe autour de lui le soit beaucoup moins. Dans son écriture, pour moi, c'est vraiment la variété française. Maintenant, il y a une énergie, et l'énergie, c'est qu'il a 24 ans. L'énergie, c'est qu'il grandit en banlieue. Et en même temps, tu sais, c'est un paradoxe, Eddie. Il pose comme un mec des années 70 en France, mais en même temps, c'est un petit banlieusard, mais qui est aussi homosexuel et qui grandit en banlieue. C'est ce qui crée l'homme complexe qu'il est, tu vois. Je pense qu'il est passé par énormément de choses qui fait que le résultat, il est aussi authentique. Je pense que son côté fan de Diams fait qu'il a un amour quand même pour la punchline, parce que si sa voix est très variété française à l'ancienne, il a quand même cette espèce de truc de punchline bien violente dans l'écriture. J'ai côtoyé de rares nymphes, pris des rails en avance, dans des salles bien trop noires, sans lueur d'élégance. Davantage j'ai serré mes mâchoires lamentables et zélé des amants, des garçons de passage que j'ai tenté d'approcher, mais que ma mascarade a fait fuir lentement par sa froideur maussade. Quand le mec te dit j'ai côtoyé des rares nymphes, pris des rails en avance, ce qui est intéressant, c'est qu'il est tellement dans la métaphore que des fois, les gens vont pas capter exactement de quoi il parle. Alors que là, il est en train de te dire qu'il a pris des rails de coke en avance. Le frérot, tu vois, le frérot pousse. Jimmy, jamais je n'aurais pensé que l'on serait si proche. J'ai pas bien vu l'été, la neige était précoce. J'ai pas mal remonté mes dimanches à la torche, déchiffrant tes textos qui avaient bien trop d'accroches. Fini par être... C'est comme, il a un morceau qui s'appelle Jimmy. Et je me rappelle le jour où il nous envoie la maquette de Jimmy. On écoute, on arrive à la fin de la maquette et on se regarde et on dit putain, de quoi il parle cet enculé?
Et on est obligé de se remettre une deuxième écoute en se disant « Oh, il parle de son dealer de coke ». Mais le morceau est tellement bien écrit que tu captes pas le truc tout de suite. On a un doute et on doit réécouter une deuxième fois pour capter que le mec parle vraiment de son dealer de coke, tu vois. Et c'est ça qui rend le truc intéressant. La place de numéro 1, je pars du principe que le rap l'a gardé vraiment très longtemps, jusqu'à ce qu'on ait un switch de génération et que t'as la musique électronique qui prend le dessus sur le rap. Donc toute une génération, Guetta, Afrojack, Avicii, tout ça. Aux US, tu te retrouves sur des feats complètement improbables. Tu vois Nicki Minaj qui commence à bosser avec Guetta. Tu vois un Usher qui se met à la musique électronique. Et sur le côté, t'as un site qui s'appelle SoundCloud, où il se passe énormément de choses. Pour moi, c'est le dernier moment de la musique qui a été vraiment intéressant, ça a été l'époque SoundCloud. Plus ou moins toutes les superstars aujourd'hui, tous les producteurs stars d'aujourd'hui sortent pratiquement tous de SoundCloud. C'était un espèce de lieu d'expression comme ça pour les DJ, pour les producteurs. Tu pouvais faire des remixes, poster des trucs à balle 24h/24. Le succès que Snake, par exemple, il se tape, part de SoundCloud. Le succès que Ketranada, il se tape aujourd'hui, part de SoundCloud. De SoundCloud, il y a un espèce de mouvement qui naît, qui s'appelle la Trap EDM. Bower, Harlem Shake, TNGHT, Hudson Mohawk, tout ça. Et cette espèce de gros mouvement qui est un mouvement mondial fait péter pour moi la trappe dans les clubs en tout cas. Et là le rap repart. Donc la France tombe dans la trappe à ce moment-là. On dit le rap est devenu la pop parce que le rap a pris la place que la pop avait jusqu'à maintenant. Là pour moi on est en 2015, 2016, 2017 justement. Là c'est le moment où la pop doit baisser son froc. Et doit accepter que c'est nous les numéros 1 à ce moment-là. Tu vois. Et je pense que quand ils entendent le premier EP d'Eddie De Pretto, ils trouvent le cheat code. Et ils se rendent compte que ça marche. Tu vois. Et je pense que Eddie, c'était le patient zéro pour ce mouvement derrière où, d'un coup d'un seul, les labels de musique pop et les DA de pop commencent à appeler tous les producteurs de rap possibles et imaginables pour tenter de faire des mix entre les deux parce que la pop ne fonctionne plus. Et donc, ils se disent comment est-ce qu'on fait pour combattre Niska ? Comment est-ce qu'on fait pour combattre Gradure ? Comment est-ce qu'on fait pour toucher les petits de la même façon ? Et je pense que Initial, qui ont énormément d'artistes à ce moment-là, tu vois, qui pètent comme Columbine, Angèle et ainsi de suite, trouvent ce cheat code avec nous et Eddie, tu vois. Et je pense que ça donne le ton pour pas mal de projets derrière. Après Eddie, il y a une demande de la pop et il y a une demande des labels pop dans tous les sens. On fait Pokora, on fait Louane, frérot. Pour que moi je me retrouve sur Louane, c'est, tu vois. Mademoiselle, tout le monde a les yeux tristes. Elle tourne dans la ronde des artistes. Le rap, c'est notre truc, tu vois. Le rap, c'est notre truc. Je suis déjà un mec de banlieue, je suis déjà Renoir par-dessus le marché, tu vois. Donc on se dit, on veut leur montrer qu'on sait faire autre chose. Tu vois, et on veut leur montrer qu'on sait marcher sur leur plate-bande aussi et qu'on sait faire de la musique. Donc c'est vraiment un pied de nez le projet d'Eddie. D'un bonheur éphémère. Je me souviens plus de combien on a pris, mais ça devait être quoi, 6-7 000 par titre, quoi. Et après, tu touches de l'argent derrière, sur la SACEM, sur tes droits, et ainsi de suite. Donc à chaque fois que les morceaux ils vont être diffusés, tu touches. Et Eddie, c'est un mec qui s'est retrouvé à tourner énormément aussi. Et quand les artistes y tournent, tu prends encore de l'oseille. Donc, est-ce que c'est un projet avec lequel tu te sécures une life ? Pas non plus, frérot. Mais clairement, ouais, Eddie, c'est un projet qui te ramène de l'oseille, clairement. Le bruit qui va me fasciner le plus, c'est certainement le bruit de la mer. Ouais. Je voyage beaucoup, j'ai habité beaucoup à l'étranger. Et en ce moment, je passe beaucoup de temps au Sénégal. Je suis en train de monter un studio et une école de musique au Sénégal, justement pour les enfants là-bas. Et pas forcément pour leur apprendre à faire de la musique. Parce qu'ils n'ont pas besoin de nous pour apprendre à faire de la musique, mais ils ont besoin de nous pour savoir comment monter des business et pour pouvoir avoir des opportunités. Donc je passe beaucoup de temps au Sénégal en ce moment. Et je te cache pas que la plage au Sénégal, ça me met bien en ce moment.
Radio.